Retour en direct sur le plateau TV de Polytech Horizon pour une émission proposée par l'AFIT dans le cadre de l'espace emploi de Polytech Horizon en partenariat avec EnviroJob qui est juste là tout près de nous. La thématique, l'impact de la transition écologique sur les métiers. Vous savez que la deuxième conférence environnementale qui s'est tenue en septembre a placé la thématique emploi et transition écologique au cœur de ces débats. La transition écologique et énergétique devra en effet entraîner une évolution des métiers, non pas des métiers, mais des modèles d'organisation, de production, de consommation, qui bien au-delà des éco-activités de l'économie verte qu'on connaît déjà, touchera tous les secteurs et tous les domaines d'activité. Comment cette mutation de l'économie va-t-elle se répercuter sur le marché de l'emploi? Quels seront les principaux secteurs concernés? Quels seront les besoins en personnel et en compétences? Les acteurs de l'emploi et de la formation qui sont avec nous autour de cette table, sont-ils préparés à cette évolution? Comment anticipent-ils les changements attendus? Voici donc les questions auxquelles vont répondre mes invités. Juste à ma gauche, Hélène Rambourg, qui est chef de projet développement durable chez Pôle emploi. À côté d'elle se trouve Stéphane Oquet, qui est sous-directeur adjoint au commissariat général du développement durable au MEDE. Face à lui, Caroline Renoux, qui est directrice du cabinet de recrutement Burdeo. Et puis, juste à ma droite, Jacques Bréjon, qui est président de l'école des métiers de l'environnement. Peut-être d'abord, monsieur Oquet, sur ces priorités qui ont été données lors de la conférence environnementale par le gouvernement. Alors on sait qu'on a un vrai problème d'emploi dans ce pays, mais on n'est pas les seuls, heureusement. Ça ne nous rassure pas, mais au moins ça nous permet d'espérer. La transition écologique va-t-elle, question très simple et très fermée finalement, va-t-elle créer de nouveaux emplois ? Probablement, encore que depuis qu'on parle d'emploi et d'emploi vert, d'économie verte, se pose toujours la question de la prospective en emploi. Et cette question-là a toujours posé problème pour connaître des soldes nets ou des soldes bruts de création, selon qu'il y a des mouvements qui peuvent effectivement contrebalancer les créations avec des destructions. En fait, cette question-là, il y a eu un début de réponse par le discours du président de la République quand il a ouvert la conférence environnementale, puisqu'il disait que finalement, peu importe, on connaît la tendance. La tendance, elle est à la progression. Elle est à la progression non seulement sur les emplois verts, ceux qui concernent l'environnement, proprement sur l'environnement, dont la fonction même est environnementale, mais également sur tout ce qu'on a appelé les métiers verdissants, c'est-à-dire l'intégration de compétences propres au développement durable, des compétences qui peuvent être des compétences comptables, juridiques, que sais-je encore, toutes ces compétences peuvent faire évoluer fortement les métiers. Et c'est synonyme de progression qualitative. Si on prend les métiers de la logistique et du transport, dont on parlera peut-être un peu plus tard, Caroline Renoux, ou d'autres encore, on sait qu'il y a une évolution et un changement profond. Alors, créateur d'emplois, très probablement, avec des secteurs qui sont particulièrement ciblés et qui font l'objet de politiques de soutien et de politiques d'appui sur la formation et le développement de l'emploi. Et puis créateur de compétences, à l'évidence. Et ça ne date pas de cette conférence, ça date déjà d'un certain nombre d'années depuis que finalement le développement durable fait l'objet de politiques publiques. Je rajouterai une dernière chose sur cette première intervention, c'est que la table ronde numéro 2 était bien sur l'emploi, la formation, mais la table ronde numéro 1 portait sur le développement de ce qu'on appelle l'économie circulaire. Encore un nouveau modèle économique ou une évolution d'un modèle économique existant qui, dans à peu près toutes ses composantes, est à l'évidence créateur de nouveaux emplois et de nouvelles compétences, là encore. Parce qu'il faut bien comprendre que le développement durable, finalement, ce sont des politiques globales et pas seulement des politiques d'emploi. Alors, est-ce que, pour creuser un petit peu le sujet, est-ce que sur la question de la formation initiale, le MEDE travaille par exemple avec le ministère de l'Éducation nationale? Parce que au-delà de former et au-delà d'adapter, on verra, parce qu'on peut former un nouveau métier, adapter des métiers, on en parlera dans un instant, il y a aussi donner envie, c'est-à-dire au niveau de l'école, au niveau du collège, au niveau du lycée, donner envie de s'orienter vers ces métiers de l'environnement. Il y a beaucoup non pas d'études, mais de constats qui disent finalement que l'environnement étant une science, mais aussi un secteur d'activité un peu nouveau dans l'esprit, entre guillemets, collectif, l'esprit des gens, il n'y a pas d'empathie particulière, d'attirance particulière, ou peut-être pas d'identification particulière des métiers de l'environnement, et que les jeunes qui sont à l'école, au collège ou au lycée,
sauf pour ceux qui sont avertis, ne pensent pas spontanément à ce genre de métier. Alors, est-ce qu'il y a une collaboration entre le MEDE, le ministère de l'Éducation nationale? Est-ce qu'on va faire quelque chose dans les années qui viennent ou est-ce qu'on fait déjà des choses pour pousser les jeunes à aller vers ces métiers? Oui, alors là encore, je ne suis pas certain que les jeunes ne s'orientent pas ou ne souhaitent pas s'orienter vers les métiers de l'environnement. On va se référer, je dirais, aux valeurs et à la recherche de sens de cette fameuse génération Y ou Z aujourd'hui, qui, en général, leur fait rechercher quand même des engagements, et les engagements sur le développement durable font partie des engagements qui sont les plus prégnants dans la jeunesse. Après, ça fait déjà longtemps Ouais, enfin, pardonnez-moi, mais on a tous rêvé d'être pompier ou gendarme, mais on n'a pas forcément fait pompier ou gendarme. Hein, absolument, et puis on a tous rêvé d'être vétérinaire aussi. Voilà, mais effectivement. Mais au-delà de ça, ça fait de nombreuses années que le MEDE, et notamment ma structure, participe avec le ministère de l'Éducation nationale aux démarches de certification professionnelle, et ça, il s'agit bien de formation initiale, à l'évolution des formations initiale et professionnelle. Le grand enjeu aujourd'hui, c'est effectivement le pont entre la formation initiale, l'éducation nationale et le monde du travail. Sur les métiers de l'environnement, c'est une problématique qui dépasse largement d'ailleurs les métiers de l'environnement. Et puis, il est vrai que la dernière conférence environnementale a réinsisté sur à la fois donc, cette priorité de formation avec l'idée qui émerge et continue à émerger de socle commun de connaissances, et puis surtout sur la valorisation pour rendre attractifs ces filières et ces métiers de l'environnement, et pour bien identifier ces compétences vertes dans les métiers qui ne seraient pas strictement de l'environnement. Donc la réponse, est-ce qu'il y a une collaboration MEDE Oui, vous travaillez ensemble. Et depuis de nombreuses années. On va, avant de voir les acteurs de l'emploi avec Bordéo et Pôle emploi, peut-être avec vous, Monsieur Bréjon, qui est président de l'École des métiers de l'environnement. D'abord, un mot de présentation de l'école que vous dirigez. Prenez ce micro, ou celui-là, voilà. Il est ouvert, Donc cette école a été créée il y a une vingtaine d'années. Sur ce que j'appelle le cœur des métiers de l'environnement, c'est-à-dire les métiers traditionnels qui existaient bien avant la création du ministère de l'Environnement et qui assuraient malgré tout les fonctions, c'est-à-dire le traitement de l'eau en amont, en aval, le traitement des sols, le traitement de l'air. Et donc on est dans des métiers techniques et scientifiques qui correspondent à des vraies niches, je dis des niches, en termes d'emploi. Et derrière ces métiers, il y a des vraies qualifications. Alors il faut différencier ce cœur de métier de l'environnement avec des préoccupations environnementales qui touchent à peu près tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que vous soyez dans les transports, dans la ville, dans l'agriculture, enfin n'importe où, il y a nécessairement une dimension environnementale. Si vous ne l'avez pas, vous êtes hors course. Donc il faut que les métiers dans ces différents secteurs intègrent des compétences environnementales. Mais ils n'ont pas forcément besoin d'avoir des experts, des spécialistes en droit de l'environnement dans une PME, ce n'est pas la peine. Mais le juriste de la PME, il doit connaître le droit de l'environnement. Vous voyez la différence. Et donc ce qu'on observe depuis 20 ans, c'est une stabilité assez forte de ces besoins de compétences dans le cœur de métier. En revanche, dans les autres secteurs d'activité, là, oui, il y a des besoins nouveaux, chaque année se renforçant. Et donc, nous, on est plutôt dans la vision d'une société qui a besoin d'intégrer des compétences nouvelles dans tous les métiers, avec un cœur qui est le cœur technique et scientifique, où nous nous trouvons avec l'École des métiers d'environnement, où on fabrique des spécialistes. Oui, en fait, donc, on ne crée pas forcément des métiers, mais on adapte, on améliore les compétences, on fait monter en compétences des métiers existants. Oui, alors, si je peux me permettre... Si je résume. Le titre de notre table ronde, c'est l'impact de la transition écologique sur les métiers. Moi, j'aurais plutôt inversé la chose, et j'aurais proposé quels sont les besoins de compétences pour la transition écologique. Et donc, dans ces besoins de compétences, on va les trouver à tous les niveaux, et je dirais d'abord au niveau politique. C'est-à-dire que le jour où on aura véritablement un gouvernement qui veut s'impliquer dans le sujet, à ce moment-là, il y aura un message fort vers l'économie, et à ce moment-là, on aura des besoins de compétences, et donc on pourra aligner des ingénieurs et d'autres jeunes diplômés avec les compétences nécessaires. Mais il ne faut pas inverser les choses. Et donc, aujourd'hui, on a besoin d'une évolution de la société, il faut qu'elle soit claire et nette. Donc je dirais, entre l'environnement, qui est un sujet technique, l'environnement c'est un champ de compétences.
Le développement durable, ce n'est pas un champ de compétences, ce n'est pas un métier. Le développement durable, c'est une philosophie, c'est comprendre le monde autrement. Et ça concerne tout le monde. Vous pouvez prendre un géologue, il peut très bien, avec les mêmes compétences, il peut très bien aller chercher du pétrole ou stocker du CO2. Alors, il est quoi? Il participe au développement durable ou il ne participe pas, vous voyez? Oui, alors juste peut-être ce bémol que finalement le développement durable, le champ environnemental sont des choses qui existent depuis des années, je veux dire, enfin depuis des siècles. Là, si on prend par exemple le génie écologique, on parle de génie écologique, on a consacré une émission à ça l'autre jour. Le génie écologique, c'est rien d'autre que ce qu'on fait depuis des siècles, c'est-à-dire restaurer les cours d'eau, entretenir les forêts. Enfin bon, il n'y a pas de nouveau métier. Le forestier fait partie de la chaîne des métiers du génie écologique. Donc, en fait, si je vous comprends bien, au-delà de ce que vous avez à faire vous dans votre école, c'est-à-dire à spécialiser des élèves pour aller vers des métiers de plus en plus pointus, s'il n'y a pas une vraie volonté politique de créer de nouveaux métiers et de soutenir fortement une filière environnement, mais dans le sens métier du terme, il n'y a pas grand-chose qui changera. Alors, pardon de reprendre mais un petit allez-y, on est là pour ça. La volonté que l'on attend, ce n'est pas pour créer de nouveaux métiers. Ça ne peut pas être une finalité de créer de nouveaux métiers. Ce qui a la finalité, c'est de transformer la société. Quand vous disiez le forestier, il est là depuis la nuit des temps. La nouveauté, c'est qu'on lui apporte des compétences environnementales pour qu'il apprenne la taille douce ou la biodiversité dans la gestion de la forêt. Donc, il y a bien une évolution des compétences des métiers traditionnels. On agrège de nouvelles compétences. Mais on ne crée pas des métiers nouveaux. Le forestier, il est toujours là et on n'aura pas besoin de tellement plus de forestiers qu'avant. Simplement, le métier du forestier va évoluer. Voilà, c'est ça. Donc vous avez un cœur de métier scientifique et technique qui correspond au traitement des pollutions, pour faire simple. Vous avez toutes les intégrations de compétences par les différents métiers existants, mais ça ne va pas multiplier les emplois. Et vous avez à côté des choses tout à fait exotiques, comme par exemple les profs en développement durable dont je fais partie. Donc ça, il y en a epsilon dans la société, quoi. Et on va pas créer des écoles pour fabriquer des profs en développement durable. Caroline Renou, vous êtes directrice du cabinet Burdeo, un cabinet de recrutement des métiers de l'environnement et du développement durable. Quels sont les besoins des entreprises qui font appel à vous ? Alors, en général, il y a deux types de besoins. Il y a malgré tout des nouveaux métiers, par exemple des spécialistes en ACV, analyse de cycle de vie. Il y a des spécialistes du reporting extra-financier. Il peut y avoir aussi des responsables développement durable, des spécialistes en achat responsable. Alors, certes, on aimerait tous que ces compétences soient déjà complètement intégrées dans l'entreprise. Ce sera peut-être le cas dans de nombreuses années, mais en tout cas aujourd'hui, on a besoin de gens qui font ces métiers et uniquement ces métiers. Et ça, ce sont des nouveaux métiers parce qu'on n'en parlait pas ou très peu il y a encore 5 ans ou 10 ans. Bon, ce sont des métiers quand même à assez bon niveau de qualification. C'est des métiers... Alors, Burdeo, nous, on est spécialisé sur les cadres. Donc, moi, ce sont ces métiers que je connais, effectivement. Après, il y a aussi ce qu'on appelle les métiers verdissants, où là, par exemple, dans le secteur de la grande consommation, on va faire appel à nous pour nous demander des gens qui connaissent le marketing responsable, parce que leurs clients, c'est une demande forte. Donc, c'est des gens qui ont un métier classique, qui sont marketeurs, et en même temps, ils ont une vision générale de la consommation responsable et du développement durable. De plus en plus, quand on travaille pour une agence dans l'événementiel en B2B, c'est compliqué de dire on va proposer un événement où il y aura des 4x4 partout dans le désert. Donc ces agences-là vont recruter des gens qui sont sensibilisés sur ces sujets parce que c'est une demande de leurs clients de faire maintenant des événements responsables. Donc on peut déjà faire la part des choses à cette étape de notre discussion entre les emplois, on va dire, verts, liés directement à l'environnement, et les emplois verdissants. On peut faire cette distinction ? À la fois, on peut faire cette distinction et en même temps, je pense que la frontière peut être poreuse. Voilà.
D'accord. Alors on va se tourner maintenant vers Pôle emploi. Hélène Rambaud, bonjour. Vous êtes en charge du projet d'accompagnement des emplois de l'économie verte au sein de Pôle emploi. Pôle emploi qui a bien sûr un rôle majeur à jouer. Est-ce que vous avez d'abord quelques chiffres peut-être à nous donner? C'est ouvert, vous inquiétez pas. Pour essayer de comprendre de quoi on parle, quels sont les volumes et comment vous, au niveau de Pôle emploi, vous extrapolez pour savoir quel est grosso modo le nombre de demandeurs DE, enfin de demandeurs d'emploi qui seraient susceptibles d'aller vers ces emplois verts. Alors au niveau des chiffrages, on observe une stabilité depuis 3-4 ans, sachant que pour faire ces chiffrages, nous nous reposons sur les travaux qui sont menés par l'Observatoire des métiers de l'économie verte, sous l'égide du ministère de l'écologie, et qui a pour vocation de repérer à la fois dans les activités, donc au sens NAF, nomenclature NAF répertoriant les activités françaises, mais également dans les métiers. Donc là, on parlera plus de la nomenclature dite ROM, qui est le répertoire opérationnel des métiers. Donc nous reprenons ces travaux-là pour ensuite identifier dans nos propres bases de données où sont les offres d'emploi, où sont les demandeurs d'emploi qui relèvent de ce qu'on appelle le périmètre de l'économie verte. Donc, comme je vous le disais, depuis 3 ans, nous observons quelque chose d'assez stable, puisque au niveau des demandeurs d'emploi, on tourne autour de 13 à 13,7% de demandeurs d'emploi qui sont inscrits sur des ROM qui sont dans ce périmètre de métiers verts, donc au sens noyau dur environnemental, ou de métiers verdissants, donc des métiers dont les finalités ne sont pas forcément environnementales, mais qui vont intégrer des compétences qui prennent en considération l'impact ou le dommage ou la réparation environnementale. Et au niveau des offres d'emploi, nous observons aussi une certaine stabilité, puisque nous sommes à peu près à 13% des offres d'emploi collectées par Pôle emploi. Alors, ce qui est quand même intéressant, et là je rejoins le débat ouvert par les autres personnes, c'est qu'au-delà de ces chiffrages, notamment sur les offres d'emploi, nous pouvons observer qu'un certain nombre d'offres d'emploi qui peuvent être, par exemple, effectivement, dans le marketing, ou par exemple dans les achats, ou par exemple dans des métiers qui sont plus en accompagnement de services à la collectivité, eh bien, nous allons observer l'intégration d'un certain nombre d'exigences en termes d'activité et de compétences qui relèvent complètement d'une préoccupation développement durable. Et puis vous avez un autre critère pour arriver à évaluer, c'est aussi les demandes de formation, sont aussi les rapports que vous avez avec les branches professionnelles. Ça vous donne aussi une bonne idée de là où vous allez et ce que vous allez, devoir anticiper pour répondre à la demande des demandeurs d'emploi, justement. Absolument. Alors, à nouveau, depuis 3 ans, nous avons une certaine stabilité de nos actions en termes d'achat de formation conventionnée par Pôle emploi. Donc là, c'est une partie de la formation. Des gens qui se réorientent généralement ? Qui se réorientent ou qui ont besoin d'un accompagnement pour s'adapter aux évolutions de leur métier, pour être remis à un niveau d'employabilité exigé par les employeurs. Donc depuis plusieurs années, nous sommes à peu près à une hauteur de 16% de notre enveloppe d'achat de formation conventionnée dédiée pour accompagner des métiers et des compétences qui sont en lien avec le verdissement de l'économie et avec cette préoccupation environnementale, de l'impact environnemental. Sachant qu'on dit souvent, alors peut-être à tort, que les métiers de l'environnement sont... alors vous avez parlé effectivement des cadres, mais aussi essentiellement des métiers liés à la gestion des déchets, donc quelquefois des métiers à faible niveau de qualification. Alors c'est pas péjoratif dans ma bouche, bien sûr que non. Est-ce que vous constatez, vous, ce phénomène de personnes en recherche d'emploi qui s'orientent vers le recyclage, il y a énormément de secteurs dont on pourrait parler? Alors, il y a deux choses dans votre question que je relève qui me semblent intéressantes. Ouais. C'est effectivement, d'une part, le niveau de qualification. Alors, notre credo à Pôle emploi, et je pense que c'est relayé par tous les autres acteurs sur le sujet, c'est de ne pas faire de l'économie verte une économie de l'exclusion, mais au contraire, une économie de l'inclusion. D'ailleurs,
pas mal de rapports au niveau international, et je pense notamment à l'ONU ou au BIT, ils parlent de l'économie verte, une économie inclusive, donc une économie qui ne laisse personne sur le bas-côté de la route. Et ça, c'est important parce que, comme disait M. Bréjon, effectivement, on assiste finalement à une mutation de notre société. C'est pas facile à dire qu'on est dans une mutation de société. C'est peut-être dans 30 ans qu'on saura le dire qu'il y avait une mutation. Mais bon. Donc, c'est vraiment très, très important de faire de cette économie une économie qui concerne tout le monde. Et donc, effectivement, beaucoup de métiers qui sont des métiers dits infra-bac, infra niveau 4 pour être un peu technique, sont aussi concernés par cette économie, et c'est particulièrement effectivement des métiers dans la gestion de l'eau, dans la gestion des sols, dans la gestion des déchets et de leur recyclage, mais aussi les métiers du bâtiment. Je pense notamment au col bleu du bâtiment, donc toutes les personnes qui travaillent, qui travaillent sur les chantiers. Donc de l'ouvrier jusqu'au contremaître, en allant jusqu'à la personne qui coordonne les travaux sur le chantier. Donc voilà, ça concerne absolument toute la palette de qualifications des personnes. Et juste, je voulais rajouter, parce que j'y tiens beaucoup et je veux embrayer vraiment sur ce que M. Bréjon disait, quand il s'agit d'orienter des personnes sur ces métiers, par exemple, vous citiez effectivement les métiers du recyclage, qui souffrent d'une image dévalorisée ou d'une image qui est fausse, qui est ancrée dans le passé. Max et les ferrailleurs. Absolument, Max et les ferrailleurs. Eh bien, nous avons besoin pour donner de la crédibilité, parce que le développement durable, ça repose aussi sur beaucoup de crédibilité au-delà de la conviction. Nous avons besoin de donner des messages forts à nos demandeurs d'emploi, des messages de confiance finalement, pour leur dire, ben voilà, nous assistons à effectivement un nouveau modèle, de nouveaux modèles de production, correspondant à de nouveaux modèles de consommation d'ailleurs, à des exigences qui sont environnementales et qui vont aller crescendo, mais qui d'ailleurs commencent déjà à se voir via les règles et les normes. Mais nous avons besoin donc d'avoir de la crédibilité dans ce que nous portons comme message à nos demandeurs d'emploi. Et cette crédibilité, c'est trouver écho de ce que nous disons dans les entreprises, c'est-à-dire dans les actions, dans leurs activités, dans leur façon de gérer la production de leurs produits et de vendre leurs produits. Et nous avons besoin également d'être portés par les politiques publiques, aussi bien les collectivités locales, je pense notamment à leurs agendas 21, ou au niveau des régions, je pense notamment aux schémas directeurs régionaux air, climat, énergie, ou au niveau national. Nous avons besoin d'une cohérence de nos discours et de nos messages pour donner de la confiance. Et je pense que cette confiance, elle est vraie pour le demandeur d'emploi, elle est vraie pour l'entreprise. Oui, Stéphane Oquet. Je voudrais appuyer le propos d'Hélène Rambourg en rebondissant sur votre expression qui, pardonnez-moi, est assez malheureuse, l'économie verte, une économie de l'exclusion. C'est que ce serait quasiment l'inverse aujourd'hui. C'est en tout cas ce qu'on constate sur le plan métier. L'économie verte, c'est une économie de la qualification. Et de plus en plus. Alors, les esprits chagrins vont dire « Ah oui, la réglementation, ah oui, aujourd'hui, on ne peut plus rien faire, ah oui, aujourd'hui, les appels d'offres, c'est compliqué. » Et ça, c'est porteur de qualification, c'est porteur de rehaussement des niveaux de qualification nécessaires, c'est porteur de compétences, c'est porteur de systèmes de formation. Vous parlez aujourd'hui avec un industriel du nettoyage, par exemple, mais croyez-moi, pour être opérateur, simple opérateur chez un industriel de nettoyage, il faut connaître les normes, il faut connaître les produits, il faut connaître les toxicités, il faut connaître les conditions de travail. Et c'est pas seulement l'opérateur qui doit connaître ça, c'est l'industriel qui, pour remporter des marchés vis-à-vis de ses clients, et pas des clients en public, des clients en privé, enfin toutes sortes de clients, eh ben, il doit être complètement haut niveau en termes de qualification. Il doit faire la preuve qu'en termes de développement durable, il répond bien à des cahiers des charges. Et ça, c'est le contraire de l'exclusion. C'est au contraire une élévation des niveaux de qualification nécessaires. Alors, je ne sais pas si on peut en tirer quelque chose sur le fait que beaucoup d'industriels français sont bien placés sur les marchés de l'eau, de l'assainissement. Et ça, c'est bien parce que les contraintes et les niveaux de compétences et de qualité, finalement, sont nécessairement plus hauts. En tout cas, je voudrais, si on devait retenir quelque chose, c'est bien cette idée-là, que l'économie verte, c'est une économie de la qualification. Ouais, je n'ai pas forcément dit que c'était l'économie de l'exclusion, et je prendrai un exemple bien connu, c'est Paprec.
Paprec, qui est né pas loin d'ici, à la Courneuve, et qui, en termes d'insertion professionnelle et de montée en compétences de jeunes, notamment de la région Île-de-France et de la région parisienne, est absolument exemplaire. C'est une politique. Donc, non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Simplement, c'est bien comprendre. Parce que c'est toujours pareil, dans les débats comme ça, on peut très vite se dire, alors, je respecte infiniment M. le Président de la République, bien évidemment, il n'y a pas de souci, mais effectivement, c'est une volonté politique de dire, voilà, l'économie, la transition écologique va permettre de développer les emplois. La première question, ça a été, est-ce que c'est vrai? Vous m'avez dit oui. La deuxième, c'est voilà, de bien faire la différence entre les emplois qu'on a vus jusqu'à maintenant, et c'est ça la question, émerger sur l'environnement, le développement durable, même si on est dans un changement de paradigme, je comprends bien, mais bon, peu importe, dans ce salon, il y a des gens qui a peut-être... non, pas que. Il y a beaucoup de gens qui, à 10 ans, n'étaient pas dans ces métiers-là. Mais on sent quand même que ce sont des métiers à fort niveau de compétences. Donc ma question, c'était, voilà, est-ce qu'il y aura de la place pour tout le monde? Et ce n'était pas effectivement d'en faire un secteur d'exclusion. Je voudrais revenir vers vous, justement, sur cette question sur les cadres. Votre cabinet est spécialisé, effectivement, dans le recrutement de cadres. Quelle est votre vision, je dirais, de l'emploi pour des demandeurs d'emploi qui ne passeraient pas forcément par Pôle emploi? Alors je ne sais pas si c'est nous ça, je crois pas, non je pense pas, mais enfin il y a un Larsen qui traîne quelque part, qui ne passerait pas forcément par les acteurs publics de l'emploi et qui passerait par vous. Est-ce que vous avez des éléments de compréhension? Oui, alors vous parliez des métiers qui font rêver tout à l'heure, des pompiers, des vétérinaires. Moi ça fait 15 ans que je fais ce métier-là, alors pas dans le développement durable et l'environnement, mais en tout cas de la chasse de tête. Et ce que je constate, c'est qu'il y a vraiment de plus en plus de cadres, jeunes et moins jeunes, qui souhaitent aller vers ces métiers et qui veulent donner du sens à ce qu'ils font. Alors ça peut être en choisissant des métiers complètement liés à l'environnement, au développement durable dont je parlais tout à l'heure, et Jacques Bréjon aussi. Mais ça peut être aussi d'aller se diriger vers des entreprises qui ont une vraie conscience environnementale et sociale. Alors ça, c'est un élément important parce que contrairement à ce qu'on a pu vivre, là, il y a un mélange des deux. C'est-à-dire qu'on peut vouloir faire un métier pour ce qu'il offre en termes de perspective, d'épanouissement de soi-même, mais aussi pour des raisons personnelles d'engagement et d'implication. Monsieur Bréjon, est-ce que vos élèves ont cette... Vous l'avez dit un peu tout à l'heure, mais est-ce qu'ils ont un peu cette conscience vissée au corps et se dire je fais non seulement un métier qui me plaît, mais en plus je suis dans un domaine qui, au plan personnel, me permet de m'épanouir? Oui, alors pour vous répondre très directement, oui, bien sûr. C'est-à-dire que c'est l'école des métiers de l'environnement. Donc on n'y va pas par hasard. Et donc les élèves qui viennent vers cette école, ils veulent travailler pour l'environnement. Et donc on a une motivation très forte. On a des taux de réponse aux enquêtes, par exemple Avenir Climatique, qui fait une enquête vers le monde étudiant pour comprendre la sensibilité de l'étudiant moyen au réchauffement climatique. Nous, on a des taux de réponse qui dépassent les 50% des élèves. Et quand vous regardez les autres écoles, c'est 3, 4, 5% des élèves qui répondent. Donc on est complètement, on a un regard biaisé. Et j'essaye de m'en départir, parce que nous tous qui sommes autour de la table, nous avons un regard biaisé, on est dans le sujet. Oui, il faut se rendre compte que le reste de la société n'y est pas. Je prendrai un exemple, puisque j'ai été l'animateur de la commission de développement durable de la conférence des grandes écoles. Je l'ai créée et je l'ai pilotée pendant 4 ans. Et donc j'ai lancé le plan vert. Le plan vert, c'est la stratégie développement durable pour les grandes écoles. On a 220 grandes écoles en France, affiliées à la conférence des grandes écoles. On a 80 universités, un peu plus. Nous ramons. Ça fait quand même longtemps que le plan vert est sorti et nous avons de la peine à entraîner tout le monde. Donc la sensibilité ne suffit pas. Il y a un paradoxe alors là. C'est-à-dire que tout dépend le regard que l'on prend. Si on se met à l'intérieur de la bulle, on trouve que la bulle est sympa, mais quand on regarde la bulle par rapport au reste du monde, c'est un autre problème. Et moi, en tant que président d'une école des métiers de l'environnement, mon premier devoir, c'est de proposer des formations qui conduisent à l'emploi. Et donc je ne peux pas faire rêver des gens à coups d'Ushuaïa ou d'autres superbes images. Je suis bien d'accord avec vous. Mon problème, c'est d'être en adéquation avec les attentes des entreprises. Si possible, de pousser les entreprises à faire plus et mieux. Et donc par exemple, on vient de monter un master
sur l'éco-efficience industrielle et territoriale. C'est-à-dire que l'on va fabriquer des ingénieurs qui sont dans l'éco-conception, dans l'éco-innovation, dans l'écologie industrielle. Donc des gens qui ont autre chose dans la tête que des données purement techniques ou scientifiques. Donc on les fabrique, ces jeunes gens. On les prépare pour demain. Mais aujourd'hui, si je fais le tour des annonces d'emploi, je demande à Hélène, combien y a-t-il d'annonces d'emploi aujourd'hui pour des ingénieurs en écologie industrielle avec des vraies rémunérations et de vraies responsabilités. Aujourd'hui, c'est encore anecdotique. Donc on ne peut pas basculer un dispositif d'enseignement par rapport à des attentes qui sont encore non formulées. Il y a donc un ajustement permanent, c'est des allers-retours permanents, et donc il faut que la société tire. C'est pour ça que le message politique doit être le premier, et on ne peut pas attendre que la société y aille toute seule. Vous voyez que j'ai réveillé le débat finalement avec mes questions dérangeantes, hein Caroline Renoux. Alors pour répondre, c'est vrai qu'on est dans une bulle, mais en même temps cette bulle, elle était inexistante il y a encore 15 ans. Donc on va quand même dans le bon sens. Après, pour répondre par rapport aux offres d'emploi, si on regarde, il n'y a pas beaucoup d'offres d'emploi pour des ingénieurs en efficience industrielle. Certes, mais il ne faut pas oublier non plus que ce sont des nouveaux métiers, c'est en pleine structuration et c'est compliqué pour les recruteurs, pour les ressources humaines de mettre des titres, de mettre des compétences derrière. Et ça, on le fait petit à petit. Donc des choses qui peuvent paraître classiques, c'est aussi des nouveaux métiers derrière. Et là, on est obligé d'aller au-delà juste de ce qui est écrit et de la comptabilité. Voilà. Hélène Rambourg, je voudrais vous interroger sur le déploiement de la politique de Pôle emploi en région. Alors il y a bien sûr le niveau national, puis après il y a toutes les DR, toutes les directions régionales qui déploient sur le territoire français, sur donc la stratégie de déploiement et surtout en région, donc sur les territoires, les relations que Pôle emploi a avec... Alors, on va reprendre le recyclage. Il y a FEDEREC qui est ici. FEDEREC a des représentants régionaux qui ont pour adhérents la plupart des recycleurs, etc. Bon, on pourrait prendre l'eau, on pourrait prendre les déchets. Est-ce que Pôle emploi est en contact régulier et solide avec non seulement les représentants, les fédérations et les entreprises ? Alors, sur votre première question, effectivement, donc depuis 2009, nous travaillons sur ce sujet. En 2010, il y a eu une première déclinaison régionale, c'est-à-dire que chaque région de Pôle emploi a élaboré un plan d'action sur l'année 2010 pour accompagner ces emplois de l'économie verte. C'est un dispositif qui continue et qui s'installe maintenant de mieux en mieux dans nos processus internes et notamment dans la délivrance de notre offre de services aussi bien vis-à-vis des demandeurs d'emploi que des entreprises. Ça, c'est important. On a démarré dans un mode, je dirais, projet transversal, à la fois au niveau national et au niveau des régions. Et maintenant, nous sommes installés dans un mode beaucoup plus pérenne. Alors, les plans d'action régionaux qui ont été montés pour 2013 et 2014 font ressortir 4 grands points importants. Sans surprise, bien évidemment, un axe formation sur l'accompagnement, soit en termes d'adaptation à des métiers qui intègrent de nouvelles compétences et pour lesquels il s'agit de maintenir une employabilité du demandeur d'emploi, soit des formations de type reconversion, suite à l'élaboration d'un projet professionnel de réorientation, où là, ce sont des formations un petit peu plus longues que nous mettons en place pour accompagner ces personnes. Donc là, un axe très important qui me fait dire que les 16% d'enveloppe consacrée sur les achats de formation conventionnés, notamment sur ces métiers-là, seront à minima maintenus et je pense même que ça ne peut aller qu'en évoluant. Premier point. Deuxième point, tout ce qui tourne autour de l'information et de l'orientation. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important et j'en viendrai donc avec FEDEREC puisque nous travaillons avec eux notamment sur ce point-là. Donc, où il s'agit de décrypter finalement cette économie verte, c'est très concrètement qu'est-ce que c'est quel métier, c'est quelles compétences, ça va durer, ça va pas durer, ça me permet d'avoir un emploi durable. C'est quelle rémunération, c'est quel type de parcours professionnel que je vais pouvoir dérouler, chose que nous avons
par exemple travailler avec FEDEREC également, parce qu'il faut rendre attractif, rendre lisible et ensuite attractif le métier et le secteur pour les demandeurs d'emploi qui souhaitent s'orienter. Donc là, un gros travail avec les entreprises, bien sûr, puisque comme je disais tout à l'heure, il y a un enjeu de crédibilité, il y a un enjeu de cohérence. Est-ce que ce que nous racontons, c'est vrai ? Est-ce que ça se voit déjà et est-ce que ça se verra demain et après-demain ? Est-ce que le métier vers lequel vous voulez me réorienter, j'ai des chances de le garder ou est-ce que je vais me retrouver à nouveau au sein de Pôle emploi, ce dont nous ne souhaitons à personne. Voilà. C'est tout le bien que nous souhaitons à nos demandeurs d'emploi. Donc, deuxième point, c'est l'information et l'orientation. Troisième point, et c'est complètement en lien, c'est la valorisation des offres d'emploi qui sont déposées par les employeurs, c'est-à-dire à leur côté, et notamment pour les plus petites structures qui ne savent pas forcément complètement valoriser, parce que ça tombe pour eux tellement sous le sens qu'ils ne pensent pas à le mettre en avant, mais c'est valoriser leurs offres d'emploi en mettant en avant notamment pour capter l'attention des plus jeunes générations ou des personnes qui sont intéressées par quel sens ils peuvent donner à leur métier en lien avec le développement durable, eh bien aider les entreprises à mettre cela en avant. Parce qu'une entreprise maintenant, par exemple du bâtiment, elle va traduire le développement durable immédiatement dans les... par exemple, ça va être l'application de la RT 2012, ou ça va être le BBC, ou ça va être le HQE. Ou voilà. Mais elle ne va pas forcément dire effectivement que tout ça s'inscrit dans une logique beaucoup plus globale de développement durable. Absolument. Idem, par exemple, une entreprise qui serait inscrite parce que son chef d'entreprise y croit dans de l'écologie industrielle ou dans de l'économie circulaire. Ou de la RSE. Mettons-le en avant. Ou de la RSE, absolument. Donc voilà, tout ce qui est troisième point, valorisation des offres d'emploi. Et quatrième point, s'il vous plaît. Des employeurs. Et le quatrième point, finalement... Elle est bavarde, hein. Oui, je suis bavarde, veuillez m'en excuser. Ce sont les diagnostics territoriaux. Oui. C'est-à-dire qu'il nous faut absolument bien comprendre ce qui est en train de se passer au plus près des territoires. Il nous faut agir en concertation et il nous faut mener des partenariats. Ouais, et donc, je réponds à votre question sur FEDEREC. C'est complètement dans ce quatrième point que, par exemple, nous avons travaillé avec FEDEREC depuis 2009 pour une convention nationale, puis ensuite une convention régionale déclinée, afin de mieux comprendre qui sont ces industriels, quelles sont leurs problématiques actuelles, pas Max les ferrailleurs, voilà, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils sont capables de proposer en termes de parcours professionnel au sein de leur filière, quelles sont les formations, voilà, toutes ces choses-là, et quels sont les potentiels de création d'emplois. Je voudrais revenir vers Stéphane Hoquet, parce que là, on est dans le champ institutionnel. On parlait des schémas, régionaux climat, air, énergie. Là aussi, il y a une nécessité pour l'État, pour la puissance publique, de rendre cohérent et lisible ce que les régions, et on leur a délégué cette compétence, ce que les régions mettent en place sur les territoires pour dire, voilà, on fait ou même un schéma régional d'aménagement durable du territoire, on a une perspective à 2020-2030, voilà nous en région ce qu'on pense créer comme emploi, comment on fait le lien effectivement. Non, je sais que c'est pas comme ça que ça se passe, mais je simplifie pour essayer qu'on comprenne. C'est effectivement quand on met en place, alors je ne vais pas prendre d'exemple, mais quand on met en place des politiques environnementales, s'accompagnent forcément des métiers de l'environnement. Alors comment justement la puissance publique peut rendre plus lisible ce qui se fait sur les territoires ? Alors, pour ce qui concerne les mesures de la dernière conférence environnementale sur la partie emploi, d'abord il a été réaffirmé assez fortement que les contrats de plan État-région, d'une part, doivent comporter systématiquement, je dirais, une partie sur la transition écologique et en particulier une partie qui va porter sur la création d'activités, la création d'emplois ou les transformations d'activités, les transformations d'emplois. Ensuite, un des thèmes de la table ronde emploi portait justement sur des questions qui touchent aux reconversions, parce que la situation de l'emploi en France est ce qu'elle est, et la situation sur les territoires est souvent marquée par des territoires qui connaissent des reconversions de filières qu'on va appeler traditionnelles. Et il a été dit et demandé, et il a été affirmé qu'il y avait un souci vraiment majeur de saisir une opportunité à chaque fois que c'est possible, de faire que les filières vertes ou les métiers de l'économie verte puissent constituer des voies d'évolution de salariés, voire de primo-entrants sur le marché du travail, en provenance des filières plus traditionnelles. Autrement dit, une assistance et un souci d'accompagner les reconversions territoriales vers une économie plus verte, vers une économie
Et puis enfin, alors là, on va rentrer dans du très techno, mais pardonnez-moi, il a été réaffirmé que dans ce qu'on appelle les contrats de plan régionaux, des contrats de plan régionaux de développement des formations professionnelles, les CPA-DFP, qui sont pilotés par les préfets et qui sont des instruments de la politique de l'emploi, devaient être systématiquement, et vraiment systématiquement, intégrer une partie sur la transition écologique. Parce que derrière cela, c'est plus seulement le développement durable qui est en jeu, c'est la politique française, d'abord de délégation d'un certain nombre de politiques aux régions, aux territoires, et ensuite la politique de formation professionnelle. Et donc cette affirmation d'un sujet transition écologique, d'un sujet développement durable au sein de toutes les politiques de formation professionnelle pilotées par les régions et prises en charge par les professionnels, par les organismes paritaires, ça a été également réaffirmé lors de la conférence environnementale. Jacques Bréjon, cette approche collective vous tient à cœur. Vous le disiez en préparant cette émission, en fait, les compétences requises s'expriment davantage au niveau collectif et territorial qu'au niveau individuel. Oui, je veux dire que par rapport au discours qu'on a tenu jusqu'à présent, qui concerne les compétences des personnes, je crois que la mutation de la société vers une société plus durable, ça passe par le collectif. C'est-à-dire que le développement durable, c'est nécessairement partenarial. Et donc, ça passe par des projets. Et donc, il faut fabriquer des gens qui soient capables de travailler en projet et en partenariat, et de conjuguer des compétences. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la nouvelle économie, celle vers laquelle on aspire, c'est une économie coopérative qui sait associer territoire et entreprise à travers des bouquets de compétences. Et donc, par exemple, si vous travaillez sur la mobilité, vous allez devoir associer l'entreprise de transport en commun, les vélos en location, le taxi, et le véhicule particulier. Et tout ça, ça va se mettre en cohérence et en synergie à travers les technologies de l'information. Et donc, quand on dit économie verte, en fait, on va vers une économie nouvelle qui est, pardon de le dire, smart and green. Elle est à la fois TIC et développement durable. Donc, c'est ça que l'on veut. Et ça sera l'économie qui va conjuguer la connaissance et le développement durable. Donc pour faire ça, il nous faut passer aux compétences collectives. Les compétences collectives, c'est pas simplement les compétences qui se situent au niveau des organisations. On sait qu'il y a des grandes écoles qui sont plus ou moins de développement durable, donc il y a bien un problème de compétences au niveau de l'organisation, mais c'est aussi des compétences territoriales. Et ce sont les compétences qui se nouent sur les territoires entre les acteurs. Je prendrai simplement un exemple, naturellement en Bretagne, puisque je suis breton. Je prendrai le territoire du Mené. Petit territoire d'une vingtaine de communes, 14 000 habitants. Stratégie d'autonomie énergétique depuis 2005. Ils sont en avance sur leur plan. Et donc, ils ont été pilotés par un homme politique visionnaire, mais ensuite ça a été relayé par les élus, ça a été relayé par les entreprises. Et donc, on voit que des territoires innovent et créent même des dispositifs de développement de compétences collectives à partir des acteurs. Qui est le maître d'ouvrage? C'est la collectivité. Qui est le maître d'œuvre du dispositif de formation? Ce sont les acteurs eux-mêmes. Et les experts en pédagogie tels que nous sommes, ou en ressources humaines, nous ne sommes plus que des auxiliaires de mouvement. Donc on est dans une vision tout à fait nouvelle, et je pense qu'il va falloir l'encourager. Approche territoriale en mode projet avec toutes les bonnes volontés qui sont autour de cette table. Voilà, ça pourra être le mot de la fin de cette émission consacrée aux nouveaux métiers de la transition écologique. Merci à vous d'y avoir participé. On va se quitter quelques instants et se retrouver très bientôt sur le plateau TV de Polytech Horizon. Merci.